c'est le NNP Podcast, une édition spéciale produite par Miragon Gongoma Production et MNKF Creative. Cette semaine, notre invité est Monsieur Patrick Muyaya Katambwe, ministre de la Communication et des Médias, avec qui l'on discutera du changement du narratif sur le Congo. Quelle en est l'importance et quelle est la vision du gouvernement, mais aussi le rôle et l'apport de tout un chacun pour ce faire. Patrick Muyaya Katambwe est un homme politique de la République démocratique du Congo, député national depuis 2011 et ministre de la Communication et Médias depuis le 12 avril 2021. Merci de vous joindre à nous pour ce nouvel épisode. Je suis Martine Light, productrice à NNP, et je présente ce podcast avec Michael Kalamo, entrepreneur créatif et directeur à MNKF Creative. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. On est à Goma ici et après l'éruption, c'est compliqué. Est-ce que vous n'avez pas peur de quelque chose? Aucune peur, au contraire. J'ai toujours considéré que les difficultés dans la vie, c'était des opportunités. Et je crois que l'éruption était un événement difficile, malheureux. Mais c'est la nature qui a voulu que Goma vive avec cette femme qui peut pleurer, parce que j'ai appris ici que Niragongo veut dire une femme qui pleure. Et donc, lorsque cette femme pleure, ça fait tout ce que ça fait comme effet, mais je considère que c'est un nouveau point de départ qui peut nous permettre justement de tirer les leçons de conséquences du passage de ces larmes, mais qui puisse nous permettre d'améliorer pour l'avenir. Et donc, aucune peur. Et d'ailleurs, ce serait bien s'il y a un petit tremblement. Comme ça, on les partagerait ensemble. Mais sinon, quelles étaient vos impressions en arrivant, en voyant les fissures c'est les chocs, d'abord, parce que nous, on est arrivé au gouvernement. La première décision que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement, c'est l'état de siège. Donc, on était déjà dans une forme de communication des situations de crise. Et lorsque cette éruption est arrivée, c'était une crise qui arrivait dans la crise, alors que c'était une crise que l'on ne pouvait pas penser parce qu'on n'a pas vu de signaux qui l'annonçaient. Mais le fait que nous soyons venus ici et très rapidement nous a permis d'abord de montrer qu'on était solidaires, que ce qui vous arrivait ici à Goma nous concernait aussi au niveau de Kinshasa en tant que gouvernement. Et lorsqu'on a visité, on a regardé, on s'est reposé des questions parce que, au-delà de tout, nous sommes l'État. Il faut regarder comment on s'est prémunis parce que nous savons que le volcan est là. Nous savons que les populations sont là. C'est pour ça que le volcan est surveillé. Et c'est pour ça que nous tous sommes censés prendre des mesures, des dispositions pour être sûrs que quand le volcan bouge, que les populations, que les dégâts soient minimes. On a vu, ça nous a interpellés. Je crois que des mesures ont été envisagées au niveau de chaque acteur. Et maintenant, on va voir comment on regarde l'avenir pour avancer. Aujourd'hui, l'on a le privilège de discuter avec vous sur le changement du narratif sur le Congo. Donc, quel est l'actuel narratif, en fait, et pourquoi c'est important de le changer? L'actuel narratif, c'est que quand vous venez à Goma, ou quand on parle de la RDC, les gens pensent d'abord au Kivu, les gens pensent d'abord à la violence. On pense aux groupes armés, on pense au viol des femmes et tout le reste. C'est un tableau qui, malheureusement, existe à un moment, ou qui existe encore, ou qui subsiste encore un tout petit peu. Mais moi, quand je viens à Goma, c'est pas ça que je vois. Je vois les bâtiments où nous nous trouvons, l'hôtel Serena, les plus bels hôtels du pays, qui a été construit il y a 5 années, et c'est une initiative qui est portée par un Congolais. Quand nous sommes arrivés pour voir comment gérer les conséquences de l'éruption, nous avons remis le courant. C'est du courant qui est produit par des privés, qui sont essentiellement de gomatraciens. Je vois se développer ici un modèle d'entrepreneuriat, un modèle de résilience qui, à mon avis, devrait faire l'objet de plus de caméras que les narratifs actuels. Parce que fort malheureusement, à Goma, je vois aussi qu'il existe beaucoup d'ONG. Je ne leur fais pas le procès, mais je constate que beaucoup d'ONG ont l'initiative de parler de nous avant nous. Et généralement, quand ils parlent de nous, ils parlent pour les mobiles pour lesquels ils existent, qui sont pas toujours de nature à donner une bonne image. Il est de notre devoir à tous, moi, gouvernement en premier, représentant du gouvernement en premier, et vous tous les gomatraciens, de dire, bon, écoutez, chez nous, on a les festivals à Mani. Chez nous, on a des jeunes gens résilients. Regardez ce que nous sommes en train de faire avec vous maintenant. Chez nous, on a des hommes d'affaires qui ont trouvé un accord avec le gouvernement pour faire des routes. Chez nous, on a des hommes d'affaires qui essaient d'exceller dans l'hôtellerie. Je crois qu'il y a moyen de faire
du Nord Kivu, le point de départ de bonnes nouvelles qui va contribuer à changer justement la perception et l'image que notre pays offre à l'extérieur. C'est ce qui justifie mon action autour du changement du narratif, et je voudrais vraiment que tout le monde puisse se mettre dans cette dynamique, parce que je suis sûr que notre pays avancerait davantage si on cessait de parler de lui comme un pays dans lequel se comptent tous les malheurs du monde. Le narratif prend du temps. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 10 ans. Et nous savons que vous êtes un ministre pour un mandat actuellement. Et ça vous prend 5 ans pour un mandat. Alors comment est-ce que vous comptez le faire ? Quel est votre plan en fait ? De toute évidence, moi, le jour de ma prise de fonction, j'ai dit que ce qui comptera, ce sera jamais la durée. Ce sera la capacité à impulser le changement. Si je dois être ministre pendant 10 jours, il faut que dans ces 10 jours, j'apporte le changement. Donc ici, je ne me regarde pas par rapport à la durée du mandat, encore que nous avons commencé à mi-mandat. Ici, je regarde ce que nous pouvons faire comme travail pour contribuer à changer les narratifs. Bon, c'est vrai que on parle du Congo comme un pays des mauvaises nouvelles depuis de longues années. Ça fait une 20aine d'années, mais je suis sûr qu'on n'a pas besoin de prendre 20 ans pour changer le narratif. Pourquoi ? Parce que nous avons des ambassadeurs qui sont, pour la plupart, dans notre jeunesse. On a des artistes musiciens qui sont brillants, qui peuvent porter les flambeaux de la culture. On a des sportifs. Je voudrais pas parler de nous politiques, parce qu'on est souvent perçu comme étant une partie du problème. Mais aujourd'hui, il y a moyen de commencer à raconter une histoire différente. Je veux vous donner un exemple. Aujourd'hui, les référencements, Patrick Muyaya, si vous avez besoin des informations sur moi, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Vous allez sur Google, ça vous dit ce que vous voulez trouver. Et donc, aujourd'hui, moi, en tant que ministre de la Communication, je voudrais regarder ce que nous, Congolais, nous montrons au monde de ce qui nous concerne. C'est pour ça qu'il y a un travail urgent qui doit se faire d'abord au niveau de la télévision nationale, parce que c'est la télévision, finalement, qui nous montre ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, ce qu'ils veulent regarder, c'est la télévision nationale. Est-ce que la télévision nationale est à l'image du nouveau narratif que nous voulons porter ? Je crois que c'est le point de départ. Et puis pour le reste, il faut impliquer tous les acteurs. Je suis ici à Goma, mais il y a quelques jours, j'ai eu le privilège d'être reçu par le docteur Mukwege, qui est l'une des voix congolaises les plus entendues dans le monde entier. Le combat du docteur Mukwege, par exemple, nous le connaissons. Ça veut dire que pour sortir d'une situation de faiblesse et de difficulté, vous devez d'abord être en mesure de la comprendre. Et aujourd'hui, nous connaissons les mots du Congo, nous les connaissons. Nous y travaillons. Et dans le cas du changement du narratif, il faut dire au monde que si le Congo était perçu il y a quelques années comme la capitale mondiale du viol, il faut que les gens comprennent la RDC aujourd'hui comme la capitale mondiale de la réparation des femmes. C'est l'objet de la discussion que nous avons eue avec le docteur Mukwege. S'il faut mettre fin aux groupes armés, il faut être en mesure de restaurer une justice forte, il faut être en mesure de restaurer l'armée. C'est pour ça qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. C'est pour ça qu'on a même instauré un état de siège qui va permettre de prendre des mesures radicales, qui permet d'essayer de contenir la menace. Nous sommes à Goma. Vous avez vu qu'hier à Béni, il y a eu des attentats terroristes sur le modèle que nous voyons à la télévision. C'est extrêmement grave. Ceci nous impose à nous tous d'être un peu plus assidus sur des questions de sécurité. Je crois que, au-delà de ce qui est perçu comme problème, mais les Congos, c'est un point de départ des solutions. Regardez par exemple le changement climatique. Le monde entier compte sur le poumon de la RDC pour sa survie. Aujourd'hui, nous allons vers des énergies renouvelables. Le monde entier compte sur le cobalt qui vient de la RDC. Je n'irai pas parler de coltan parce que moi, je suis de ceux qui croient jamais au mythe du potentiel et de tout ce que nous avons comme ressources. Mais aujourd'hui, nous devons nous positionner dans ces nouveaux narratifs comme le pays qui apporte des solutions au monde. Je crois qu'il y a tellement de choses que le Congo peut montrer qu'il faut que dès à présent, nous tous nous en soyons conscients. Très important. On parle souvent de l'or et les diamants, on parle de scandale géologique. On parle rarement de la culture, on parle rarement de comment est-ce que Pépé Calé ou les autres qui ont fait de la musique, ils ont continué à influencer le monde. Récemment, Beyoncé a partagé une vidéo avec un son d'un musicien de Franco. Comment est-ce que vous comptez mettre la culture en avant dans votre changement de narratif? Je vous ai dit tout à l'heure, parce que le Congo a été un pays grand.
en guillemets, si je peux m'exprimer ici par le passé, on avait un rayonnement mondial, mais ces rayonnements étaient l'objet de qui? Nous avions par exemple un artiste musicien qui s'appelait Pascal Taboulay, qui a fait pendant 1 mois l'Olympia, ce qui n'est pas envisageable aujourd'hui. Nous avions Franco Lamboma qui a dit, et ce matin je regardais un prodige de la guitare américaine qui interprétait encore un son de Jean Bosco, et qui, vous allez voir que à un moment donné, les pays ici étaient au top. Mais malheureusement, nous-mêmes, du fait, par exemple, de l'existence du phénomène combattant, on a bloqué un peu l'émergence de nos artistes qui étaient des vrais ambassadeurs au niveau mondial. Et aujourd'hui, les artistes, certains, pour des bonnes raisons, justement, pour éviter qu'ils ne soient confondus aux hommes politiques, préfèrent ne plus trop se lier ni porter les combats qui concernent le pays pour éviter cette forme de stigmatisation qui existe dans la communauté congolaise. Et donc, nous-mêmes, nous devons commencer à régler ces problèmes-là. Et moi, dans le cadre du non-narratif, qu'est-ce qu'il faut promouvoir? Mais justement, il faut donner un peu plus de visibilité à nos artistes, voir comment on peut donner du contenu, un contenu qui renvoie, qui reflète l'image du pays. Il y a quelques années, nous étions les champions, avec le Ndombolo notamment, mais aujourd'hui, on est un peu détrôné par la vague tanzanienne, par la vague nigériane, mais je crois que c'est les pays qui perdent. Nous devons voir de ce côté-là comment on les restaure et comment nous, on va donner un peu plus de place dans les médias publics à la culture, au cinéma, parce que je suis sûr que les cinémas est un véritable facteur de diplomatie ou de soft power. Les Américains, tout le monde sait quand on lit l'histoire, qu'ils se sont embourbés au Vietnam, ils ont perdu 50 000 militaires, mais les Américains, aujourd'hui, regardez les nombres de films qui ont été produits sur le Vietnam, vous voyez que de ce point de vue-là, on pense que les Américains n'ont jamais perdu un seul soldat. Ça, c'est la force de la soft power. Et je crois que nous, on a les potentiels parce qu'on a les talents. Regardez-vous, l'équipe, c'est que vous pouvez produire. Si progressivement, nous commençons à montrer un contenu différent de ce que les autres disent à notre place, si nous-mêmes nous reprenons l'initiative pour parler de ce qui nous concerne, je suis sûr que les choses iront davantage meilleures. Évidemment. Alors, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour changer ce narratif en fait? La stratégie est toute simple, je suis concret. Je suis dans le Nord Kivu. J'ai eu récemment une réunion avec le conseil provincial de l'AFEC. Parce que moi, je peux pas comprendre, par exemple, qu'au regard de toutes les activités économiques qu'il y a ici, que lorsqu'on parle de cette zone, on ne parle que de ce qui ne va pas. Je crois que si aujourd'hui on entre dans une dynamique collaborative avec les hommes d'affaires, on peut impulser pour que les gens regardent notre capacité à régler nos problèmes, notre résilience et les modèles économiques qui a été mis en place. Et donc la stratégie, c'est de faire cette mobilisation. Nous sommes dans le Nord Kivu. Qu'est-ce que les Gobatraciens regardent à la télévision? Qu'est-ce que vous regardez dans vos télévisions? Moi, comme autorité gouvernementale, les médias publics, j'en fais ma cible. La station provinciale d'ici doit être à niveau. La station provinciale ici doit être celle qui va, avant que la station nationale ne prenne le relais, nous montrer les merveilles de Virunga. Pourquoi sont seulement les Occidentaux qui vont le plus au Virunga? Et pas le Congolais qui vient du Bandundu, du Congo central ou du Lualaba pour aller voir le merveille qu'il y a dans cette partie de notre pays. Pourquoi? Mais parce qu'on ne le montre pas. Parce qu'on pense que le tourisme, c'est une affaire de blanc, entre guillemets. Et donc, je crois qu'il y a moyen, progressivement, de commencer à montrer ce que nous représentons de positif et qui peut avoir un effet contagion. Donc, la stratégie, c'est de dire, on va le faire de manière progressive. On commence par le Nord Kivu, parce que c'est là la clé, le point de départ de conflits armés et de tout ce qu'on dit depuis 94. On va voir un peu dans le Sud Kivu et on va voir un peu comment on va booster pour montrer, y compris ce que nous avons comme diversité culturelle. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe ici. La question de la sécurité est une question qui est de plus en plus complexe parce qu'il semble que derrière chaque groupe armé, il y a une ethnie, il y a une tribu. Lorsque les gens, par réflexe, commencent à se dire que nous, je cite comme ça, c'est vraiment de manière hasardeuse que je cite, que nous, par exemple, les Baoundés, ou nous, les Banandés, ou nous tels, nous devons nous protéger nous-mêmes. Là, il doit y avoir une police. Nous nous tuons, nous tous, en réalité, nous nous insécurisons. Et puis, il y a cette forme d'exacerbation
des questions ethniques. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui en tirent de conflits. Mais nous avons nos différences à partir duquel nous devons construire. Nous devons être en mesure de savoir que, par exemple, Rumangabo, ou Rugari, ou Rutshuru, c'est des noms qui sont en Kinyarwanda, et Kinyarwanda, par exemple, est une langue congolaise. C'est des choses que les gens ne connaissent pas toujours. Et malheureusement, parce on a comme une forme de méconnaissance de notre propre culture, ce qui fait que parfois, on exacerbe des questions qui ne devraient pas l'être. Et donc, tout ça, je crois que la connaissance de ce pays, de sa singularité, de ses spécificités, est un point qui peut nous aider à commencer à sortir justement de cette forme de vue, de mauvaise vue qu'on donne de nous et qu'on commence progressivement à changer le narratif. Si nous comprenons bien ce que nous sommes, nous serons en mesure de bien les expliquer, de bien les démontrer à la face du monde. Très important. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez parlé de l'importance de connaître l'histoire. Vous venez de parler de différents noms que vous avez cités. Et nous avons des auteurs comme Patrick Basham, comme Arsène Tungali, ou comme Maud Salomé, ou les novellistes comme Linda Joel, qui créent continuellement. Martine et les scénaristes, par exemple. Et quels seront vos collaborateurs dans ce sens-là? Puisque moi, j'ai étudié à l'école congolaise et on m'a appris des textes des auteurs camerounais, en grande partie. Oui. Les textes les plus célèbres, par exemple, ça va être « Oh ma mère », n'est-ce pas? Kamara Lay. Comment est-ce que vous comptez, puisque je pense que la communication, elle part au-delà des institutions, elle part aussi dans les la communication est liée directement à l'éducation. Lorsqu'on nous apprend les livres de Blanc, le colon, d'une certaine manière, on vous apprend à aimer une personne qui a fait X ou Y chose sur le Congo, mais vous ne savez pas ce qu'il a fait derrière. Vous le prenez comme modèle, alors qu'il y a une façon de prendre Patrick Basham comme modèle pour ce qu'il a écrit, pour la créativité qu'il a. Vous savez, avant même que vous continuez sur votre question, c'est parce que nous ne faisons pas beaucoup de publicité sur nos modèles qui réussissent. Malheureusement, dans ce pays, on pense que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont en politique, entre guillemets, ceux qui sont dans le foot ou ceux qui sont dans la musique, parce qu'ils sont les plus vus. C'est parce que justement, il y en a une crise de modèle que nous ne présentons pas les autres Congolais qui réussissent dans les autres secteurs. Il y a trop des regards, trop d'attention sur la politique. Malheureusement, la politique dans tous les pays du monde, c'est la lutte pour le pouvoir, et on n'a pas toujours le temps de voir certaines réalités. Et c'est bien dommage, parce que au Congo, on a tellement de choses à montrer, on a tellement de choses à offrir. Lorsque vous ne faites pas de publicité sur Linda Joel, par exemple, qui est novelliste, ou sur Arsène Tungali, ou sur le Francis Bacham, comment vous voulez que les gens les connaissent? Il faut réécrire l'histoire de notre pays. Au-delà de tout, l'histoire qui nous a été écrite, je suis sûr que notre histoire ne nous a pas été bien racontée. Et l'histoire évolue. Parce que aujourd'hui, nous faisons cette interview. Dès demain, cette interview appartiendra à l'histoire. Ça veut dire que parce que l'histoire évolue, mais qui sont nos historiens qui documentent? Parce qu'un pays s'est construit, c'est comme un bâtiment. Vous pouvez jamais penser construire un bâtiment sans l'avoir conçu, sans l'avoir visualisé d'abord dans la tête, ensuite l'architecte, et puis vous commencez le chantier. Et je crois que le Congo aujourd'hui, il faut refaire une autre visualisation. C'est pour ça que moi, lorsque je regarde l'histoire du pays, je dis qu'il faut nous briser pour nous reconstruire. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pas ce que nous devrions être. On a fort malheureusement accumulé des tares que nous ne sommes pas en mesure de véritablement nous remettre en question. Tant qu'on ne se remettra pas en question, on n'avancera pas. Je vais vous donner des exemples pour étayer mon propos. Que vous soyez de l'opposition, par exemple, ou que vous soyez de la majorité, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous regardez bien. Les réflexes, c'est plus ou moins le même. Mobutu disait en 70, il faut servir et non se servir. Mais tant à 50 ans plus tard, lorsque vous regardez, vous avez l'impression que ces slogans-là des années 70 vaut toujours en 2021. Parce qu'on a enraciné cette culture, les recours à la tribu, les népotismes et tout ça. Et donc, on s'est mis dans une forme de routine qui ne nous permet plus de nous remettre en question, de regarder, de se dire que l'avenir ne peut être construit que par notre capacité à innover.
par être capacité à développer des modèles différents. C'est pour ça qu'il faut briser le modèle de société que nous avons actuellement. Il faut le briser entièrement. C'est lorsqu'on le brise entièrement que l'on prend conscience, qu'on commence à en sortir. Est-ce que nous tous là, vous et moi, est-ce qu'on en a pris conscience? Combien sommes-nous? Est-ce que nous avons déjà atteint un chiffre mature qui nous dit, écoutez, là, c'est le chiffre critique qui peut nous aider à commencer à changer. Je ne suis pas sûr, mais on va continuer les combats. Aujourd'hui, comment même les jeunes, moi je regarde, j'étais le plus jeune député en 2011 à mon élection. Mais même les jeunes aujourd'hui qui veulent venir en politique, c'est quoi les idées derrière? Votre idée, c'est d'aller derrière pour une illusion des types. Votre illusion, c'est quoi? Quand vous dites que vous voulez aller là-bas, c'est pour faire quoi? La politique, avant d'y arriver, il faut être sûr d'abord que vous valez, que vous avez terminé votre cursus universitaire, que vous avez été en mesure de vous former, que vous êtes en mesure de vivre de par un travail que vous avez appris en dehors de la politique. Sinon, lorsque vous venez dans la politique et vous pensez en vivre, vous faites quoi? Les Djalélo. Vous faites quoi? Du chantage. Et les pays gagnent comment? En quoi les jeunes Congolais peuvent représenter l'alternative? On ne peut représenter une alternative que lorsque nous avons compris les tares ou les erreurs de ceux qui sont au devant de nous et que nous nous mettons effectivement dans une dynamique de changement. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'ici, c'est tellement facile de dénoncer les autres quand ils sont en position de pouvoir. Mais nous-mêmes, quand on y arrive, comment nous faisons? Je reviens un peu en arrière, en fait, sur le fait qu'on ne présente que ce qui est mauvais. Si je peux le dire comme ça, en fait. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. En fait, notre narratif, il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui pour gagner leur narratif, c'est pas les nôtres. C'est les narratifs qu'on nous impose par ceux qui profitent de cette situation de désordre. Tout à fait. Alors, comment, en fait, on s'y prendra pour changer cette chose? Parce mais que comment c'est pas d'abord évident. être conscient qu'on parle de nous en mal. Je crois que vous tous vous en conviendrez avec moi que quand on parle du Congo, on parle d'un pays dévasté par la guerre, on parle de violences sexuelles, on parle de tout ce qui concerne violation de droits humains. Mais nous tous, nous savons ici que même si cela existe, encore que ce n'est pas systématique dans tous les coins de la province, ok, mais il y a aussi de bonnes choses. Il y a une jeunesse qui est résiliente, il y a une jeunesse qui innove. Regardez-vous, vous avez la vingtaine, regardez ce que vous faites. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on ne peut pas parler de ça? Est-ce qu'on ne peut pas parler de vos hommes d'affaires qui ont trouvé un modus operandi avec le gouvernement provincial pour construire des routes, pour faire l'électricité? Pourquoi on ne parlerait pas de ça? Pourquoi on va laisser les autres raconter ce qui est mal chez nous pour leur permettre de vivre? Pourquoi nous-mêmes, nous ne commençons pas, en utilisant nos propres moyens, à raconter une nouvelle histoire de notre pays? Et ici, je suis désolé, parce que le pays n'appartient pas qu'aux hommes politiques. Parce que la tendance pour certains d'entre nous, c'est de croire, mais le président Tshisekedi, moi, je l'aime pas. Mouyaya, je l'aime pas. Et du coup, vous vous mettez à vous attaquer à Mouyaya, entre guillemets, qui est passager. Et vous ne regardez pas le président Tshisekedi comme c'est lui qui porte le Congo, et que quoi qu'il en soit, que vous l'aimiez ou pas, c'est lui qui est le président de la République et qui mérite, d'une manière ou d'une autre, un soutien de tout le monde. Parce que le combat que nous portons, regardez l'état actuel du pays. Même si Michael Kalamo et tous les amis ici qui sont brillants, si on vous confiait la direction de ce pays, vous ne le changez pas en 5 ans. Parce qu'il y a tellement des retards que nous avons accumulés qui feront que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il faut que nous tous, qu'on soit en mesure de nous mettre à l'évidence pour dire, ça c'est la part de politique. Moi, ma part, c'est laquelle? Qu'est-ce que moi je fais pour moi? Vous avez tous des comptes Twitter. Vous avez tous des comptes Instagram. Il y a des gens qu'on appelle des influenceurs. Mais ils sont des influenceurs parce qu'ils montrent justement un aspect de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans les cas du changement de narratif, nous convenir avec les amis des Goma, que dorénavant, nous tous, sur Instagram, on va dire, on va changer les narratifs. On va parler de notre potentiel touristique. On va faire un focus sur le parc de Virunga. Le parc de Virunga, où il y a des FDLR, où il y a les ADF, mais on ne le montre pas dans cette dimension-là, on la montre dans la dimension de ce que ça représente comme écosystème pour l'humanité, pour nous-mêmes. Est-ce qu'on ne peut pas dire les lacs Kivu,
qui est juste derrière nous ici. Mais c'est là qu'il est tellement beau. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la vie sur le lac? Des poissons que nous pêchons. J'ai remarqué ici que le coût du poisson au restaurant, le poisson que nous mangeons, on peut manger à $10, ici à Kinshasa, c'est 30-35 $. Oui. Ici, c'est bio, c'est naturel, le coût de la vie ici. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer à faire un focus sur le quotidien, sur comment nous développons un modèle de résilience? Ici, à Goma, j'ai vu Kivu International School. Bon, on va me dire que c'est une école privée, mais les standards que j'ai vus là-bas, mais même les écoles consulaires de Kinshasa ne peuvent pas rivaliser. C'est un enfant de Goma qui dirige cette école. Mais pourquoi on ne ferait pas un focus sur des choses comme ça? Ce serait beaucoup plus intéressant pour le monde de commencer à regarder le Congo sous le prisme de la résilience. Parce qu'au-delà de tous les malheurs, au-delà de l'éruption, au-delà de groupes armés, nous sourions, nous dansons, nous mangeons. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'on peut montrer à l'humanité? Oui, je ne pense pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais tout ce que vous avez énuméré là-bas, nous sommes déjà dans le processus. J'ai dit, sous réserve de toute l'équipe et tous les amis qui sont en train de travailler avec nous, il y a Fabien que j'ai dit qui est dans la salle et qui est à Cited et qui ont créé un compte qui s'appelle Bukavu Explorer. Ils présentent la ville de Bukavu comme vous ne la verrez jamais sur les médias, jamais sur n'importe quelle chaîne. Et il y a NNP, on a travaillé ensemble sur une série de vidéos, n'est-ce pas, qui était focalisée sur les actions des gens. Et on a notamment parlé de Joséphine Désé, on a parlé de beaucoup de gens qui font des choses et qui représentent la République d'une autre manière. Alors, ça me pousse à vous poser la question de savoir quels sont vos collaborateurs. Puisque le président lui-même, la première interview qu'il a donnée lorsqu'il est venu, la première fois qu'il parle sur les médias, c'était en France. Il a parlé à France 24. Alors, vous nous posez la question, est-ce que nous ne pouvons pas faire? Nous faisons. Quels sont vos collaborateurs? Mais mes collaborateurs, excusez-moi, c'est vous tous. Parce que moi, je suis le ministre de la communication. Dans la communication, tout le monde est acteur. Regardez, je ne sais pas combien d'entre vous sont allés dans une école de journalisme. Moi, pas en tout cas. Moi, pas en tout cas, pas du tout. Mais ce que vous faites, c'est quoi? Ça s'apparente, c'est pas du journalisme un peu? C'est du journalisme. C'est du journalisme, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, tout le monde a la parole. Les réseaux sociaux, personne ne peut vous la priver. Et donc, c'est vrai qu'il y a, je voudrais pas rentrer dans moi-même, je suis un ancien journaliste, si je ne le suis pas toujours, mais je voudrais pas rentrer dans les considérations. La première fois, le président s'est exprimé sur France 24 ou sur TV5 et tout ça. Je crois que moi, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que nous montrons? L'idée, c'est de dire, est-ce que, en recourant à nos médias, notre message sera suffisamment entendu? Parce que parfois, c'est fonction du public que vous ciblez. Est-ce que si vous voulez parler au monde entier, vous recourez aux médias qui sont ceux-là? Si vous voulez parler aux Congolais, vous recourez aux médias. Et donc, pour revenir à votre question, mes collaborateurs, c'est vous. C'est lui qui parle de Sud Kivu Explorer. Bukavu Explorer. Je n'étais pas au courant encore que dans ce que je vois de Bukavu aujourd'hui, j'ai que de larmes aux yeux, parce que c'était mieux que Goma. Vous n'étiez peut-être pas encore né. Mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, c'est ça qu'il faut promouvoir. Moi, je suis ministre de la Communication. J'aimerais bien voir Bukavu Explorer. Est-ce que ce sont des reportages? Qu'est-ce qu'ils montrent? Mais on les diffusera à la chaîne nationale. C'est une possibilité pour commencer à montrer autre chose. C'est aussi ça pourquoi, dans les cas de notre action comme gouvernement, on va voir comment on va renforcer la station locale ici. Parce qu'il faut que nous ayons des unités de production. Des boîtes de production qui vont travailler à nous montrer, excusez-moi, ce qui est positif chez nous, mais que nous ne montrons pas parce que regardez, si vous voulez raconter les malheurs de la RDC, vous pouvez commencer du 1er janvier au 31 décembre. Il y en aura toujours. Et croyez-moi, pour chaque pays au monde, même les pays les plus civilisés, si vous voulez raconter des mauvaises choses, vous pouvez commencer aussi du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est la même réalité. Mais pourquoi nous, on n'inverserait pas les choses? Pourquoi nous, on commencerait pas à raconter les bonnes choses du 1er janvier au 31 décembre? Pourquoi nous, on ne serait pas en train de dire les efforts qui sont faits? Parce que malheureusement, je crois, parce qu'on n'aime pas la tête de ceux qui sont au gouvernement, on veut même pas considérer les efforts qui sont faits. Je vous donne un exemple sur la question de la sécurité. Ça fait 25 ans que ça dure. On ne trouve toujours pas des solutions.
Maintenant, on va faire l'état de siège, qui est un mécanisme prévu par la Constitution, qui va venir peut-être arrêter l'hémorragie, nous espérons, régler le problème le plus urgent. Parce que fort malheureusement, dans ce pays, il n'y a plus autorité de l'État depuis bien longtemps. La part de l'autorité de l'État qui reste, c'est peut-être la part oppressive ou c'est la part de la pression. On n'a pas vu l'autorité de l'État qui planifie, qui projette. Alors, on va blâmer sans doute les politiciens, nous on va encaisser. Mais quelle est votre part de responsabilité en tant que citoyen? Parce que la construction d'un pays est une œuvre collective. Quelle est votre part dans ces combats-là? Aujourd'hui, les jeunes, sur Twitter, c'est tellement facile. Rentrer dedans, rentrer dedans, rentrer dedans, rentrer dedans. Mais quelle est l'alternative? Qu'est-ce que vous portez? Quel sera votre apport? Quelle sera votre différence lorsque vous serez dans une position de pouvoir? Voyez que le changement du narratif passe aussi par notre changement, le changement de perception, de comment nous percevons notre pays, de comment nous percevons nos leaders et de comment nous voulons percevoir notre avenir. Si nous voulons percevoir notre avenir sous un prisme positif, alors il faut faire un effort pour essayer de regarder les positifs, mais même là où il y a les négatifs. C'est de cette manière-là que les pays avancent. C'est de cette manière-là que les pays se construisent. C'est de cette manière-là qu'on va commencer progressivement à nous recimenter pour avancer. Vous venez d'élaborer quelque chose de très important pour nous. Vous dites quelle est votre part de responsabilité dans X ou Y chose. Et quel est votre plan du coup? Comment est-ce que vous comptez faire pour amener les gens à joindre changer les narratifs? C'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai commencé par parler avec les hommes d'affaires ici parce que je considère que ce sont des acteurs clés. Parce que vous le savez, dans la communication, il faut d'abord trouver des moyens, il faut trouver des créneaux. Mais les moyens ici, pour moi, c'est d'abord les moyens humains. J'ai jamais considéré les moyens matériels comme un obstacle. Lorsqu'on a la volonté, on trouve toujours des solutions. Et je suis sûr que nous commençons par là, mais nous passons par vous, par exemple. Pourquoi on fait ces podcasts? Mais pour que les gens commencent à entendre un discours différent. Bien sûr. Moi, ici, je ne vous parle pas forcément comme un membre, comme le porte-parole du gouvernement, encore que j'en parle moi ici du gouvernement et de ce qu'on essaie de faire. Mais je parle de ce que nous devons faire pour que notre pays soit perçu différemment. Le jour où, Michael, le Nord Kivu sera perçu comme la capitale touristique mondiale de l'Afrique, vous aurez plus d'activités. Bien sûr. Et on a tous les atouts, même l'éruption qui vient d'avoir lieu. Mais aujourd'hui, les sites où se trouvent les laves, on peut en faire une attraction touristique. On peut clôturer, on peut faire un circuit. Des gens qui viennent, ils disent, bon, écoutez, avant d'aller peut-être dans les Virunga, venez visiter la lave. On peut faire des facilités pour le faire. Ça veut dire qu'il faut toujours constamment réfléchir à nous dire, ici, il y a une difficulté. Mais comment on fait que ces difficultés deviennent une opportunité? Et je suis sûr que chaque gomatracien, ici, c'est l'attitude que vous avez. Sinon, la résilience, là où nous sommes, ça n'existe pas il y a 19 ans quand il y avait l'éruption. Le gros de la ville de Goma aujourd'hui n'existait pas il y a 19 ans. Et regardez ce qui a pu être fait en 20 ans. Mais pourquoi on n'en parlerait pas? Pourquoi on ne montrerait pas ces modèles de résilience, ces modèles d'attachement à sa patrie, à sa terre? Ces modèles de transformation, c'est de notre propre faute si on n'en parle pas. C'était le NNP Podcast, une édition spéciale produite par Nyiragongo Ngoma Production et MNKF Creative. Cette semaine, notre invité a été M. Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication et des Médias, avec qui nous avons discuté du changement du narratif sur le Congo et quelle est l'importance et la vision du gouvernement, mais aussi le rôle et l'apport de tout un chacun. Je suis Michael Calamo, directeur des MNKF Creative et entrepreneur créatif. J'ai été à la présentation avec Martine Light, qui est productrice et social media manager à Nyiragongo Ngoma Production. Monsieur le ministre, vous avez le mot de la fin. C'est de vous dire merci. D'abord pour ce que vous êtes et pour le travail que vous faites. C'est de vous dire merci parce que je présume que dans les propos qui ont été tenus dans cette émission, vous avez compris que l'idée
Ici, c'est pas de la politique parce que c'est la politique qui nous divise. L'idée, c'est d'échanger les narratifs pour lesquels vous êtes des acteurs majeurs. Alors, j'espère que vous, parce que vous m'aviez posé la question de mon équipe, vous serez la prolongation de mon équipe, vous serez mes collaborateurs lointains dans cette quête pour le changement du narratif pour notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.